Dans le restaurant le plus exclusif de la ville, tout le monde tremblait devant Agnès de Montaigne, la mère du milliardaire le plus puissant du pays. Mais cette nuit-là, une simple serveuse allait faire quelque chose que personne n'avait osé faire depuis des décennies, la regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Le bruit du verre à pied s'écrasant sur le sol de marbre fit retenir leur souffle aux 50 personnes présentes dans le restaurant. Mais ce ne fut pas le bruit qui figea le temps, ce fut ce qui vint après. Le silence mortel d'Agnès de Montaigne se levant de sa chaise, ses yeux gris qui avaient détruit des empires commerciaux maintenant fixés sur moi. J'avais 3 secondes pour décider si je voulais garder mon emploi ou ma dignité. J'ai choisi la dignité. « Madame de Montaigne », dis-je, et ma voix sonnait plus ferme que ne le suggéraient mes mains tremblantes. « Ramassez votre verre vous-même. » Le restaurant Le Diamant Noir n'avait jamais connu un silence aussi absolu. On n'entendait même pas le tintement des couverts. 60 yeux me regardaient comme si je venais de signer mon arrêt de mort. Parce que dans cette ville, contredire Agnès de Montaigne n'était pas une erreur, c'était la ruine professionnelle. Permettez-moi de revenir 3 heures en arrière, au moment où ma vie avait encore un sens. Il était 18 heures quand je suis arrivé au restaurant, traînant mon uniforme bordeaux qui montrait déjà des signes de trop nombreux lavages. Le gérant, Monsieur Duval, m'a intercepté à l'entrée de service avec ce regard qui signifiait des problèmes. « Chloé, table 12, vous vous en occupez. Mon estomac s'est contracté. » La table 12 était la seule table du restaurant à avoir son propre candélabre en cristal baccarat et une vue directe sur le jardin privé. Elle n'était réservée que pour une seule personne. Elle, ai-je murmuré. Duval hocha la tête. Sa petite moustache tremblait légèrement. Agnès de Montaigne est arrivée il y a 10 minutes avec son fils Étienne et elle a déjà fait pleurer 2 serveuses. Il s'est rapproché, baissant la voix. « Chloé, j'ai besoin que vous soyez invisible. Servez, souriez et, pour l'amour du ciel, ne la regardez pas directement dans les yeux. » La dernière serveuse qui l'a fait. « Eh bien, disons qu'elle nettoie maintenant les toilettes à la gare routière. » J'ai acquiescé bien que quelque chose dans ma poitrine se resserrait déjà. Je travaillais au Diamant Noir depuis 6 mois. 6 mois à éviter cette situation précise. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. Quand je me suis approché de la table 12, la première chose que j'ai vue était son dos. Agnès de Montaigne avait 63 ans, mais sa posture était d'acier, cheveux argentés ramenés en un chignon parfait, tailleur noir Chanel qui coûtait probablement plus cher que mon loyer de toute l'année, et ses mains, mon Dieu, ses mains avec des bagues en diamant qui brillaient comme des avertissements. À sa droite, son fils Étienne, 35 ans, héritier de l'Empire Montaigne, et avec un regard dans les yeux que j'ai immédiatement reconnu, honte contenue. Je l'avais déjà vu chez d'autres enfants de familles puissantes. Cette expression de celui qui sait que sa mère est un monstre, mais qui est trop effrayé ou trop à l'aise pour faire quoi que ce soit à ce sujet. « Bonsoir », dis-je avec ma meilleure voix professionnelle, plaçant les menus sur la table. « Bienvenue au Diamant Noir. Mon nom est Chloé, et je serai votre l'eau est tiède », interrompit Agnès sans même me regarder. Sa voix était froide, précise, comme un scalpel. Ne sait-on pas dans ce restaurant que l'eau doit être servie à 4 degrés Celsius? J'ai regardé le verre. Je pouvais voir les gouttes de condensation sur le cristal. L'eau était parfaitement froide. « Excusez-moi, madame. Je vais apporter. » « Et la fourchette ?» Elle souleva le couvert avec 2 doigts, comme si c'était quelque chose de contaminé. « Elle a une tache microscopique. »« Vous ne vérifiez pas cela ?» Étienne se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « Maman, s'il te plaît. » Silence, Étienne. Le mot sortit comme un coup de fouet. « Je ne t'ai pas demandé ton avis. » Elle se tourna vers moi, et pour la première fois, elle me regarda. Elle me regarda vraiment. Ses yeux gris parcoururent mon uniforme usé, mes cheveux attachés en une simple queue de cheval, mes vieilles chaussures que j'avais cirées 3 fois ce matin-là pour essayer de les rendre présentables. Et dans son regard, je vis quelque chose de pire que le mépris. J'ai vu le néant, comme si j'étais si insignifiante que je ne méritais même pas son dédain. « Apportez tout de neuf », ordonna-t-elle. « Eau, couvert, assiette, tout. Et quand vous reviendrez, assurez-vous de ne pas respirer près de la nourriture. Je ne sais pas quel parfum bon marché vous utilisez, mais il est offensant. Je ne portais pas de parfum. Je n'en avais pas les moyens. Tout de suite, madame, fis-je en me retournant, sentant les regards des autres tables. Tous avaient entendu. Dans la cuisine, le chef Antoine me vit entrer et secoua la tête. Qu'a demandé la sorcière maintenant? Tout de neuf. Mes mains tremblaient tandis que je rassemblais les couverts propres. Elle dit que l'eau est tiède et que mon parfum est offensant. Vous ne portez pas de parfum, signala Antoine en fronçant les sourcils. Je sais.
Je suis retourné à la table 12 avec un nouveau plateau. Chaque pas ressemblait à une marche vers l'échafaud. J'ai placé l'eau fraîche, les nouveaux couverts, les assiettes immaculées. J'ai bougé comme un fantôme, exactement comme Duval m'avait dit de le faire. « Êtes-vous prêt à commander ?» demandai-je. Agnès n'a même pas ouvert le menu. Étienne commandera le filet de bœuf Wellington. Je prendrai la salade niçoise, mais sans anchois, sans olives, sans œufs. Et je veux que le thon soit saisi exactement 45 secondes de chaque côté. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Avez-vous compris, ou dois-je vous l'écrire? J'ai parfaitement compris, madame. Cela reste à voir. Les 40 minutes suivantes furent une leçon magistrale d'humiliation systématique. Chaque fois que je m'approchais de la table, Agnès trouvait quelque chose de nouveau à critiquer. Le pain était trop chaud, le beurre trop froid, les bougies trop brillantes, ma façon de marcher trop bruyante, mes excuses trop fréquentes, mon silence trop grossier. Étienne ne dit pas un mot pour me défendre. Il regardait juste son assiette, coupant sa viande en carrés parfaits, mâchant en silence, tandis que sa mère déchiquetait ma dignité pièce par pièce. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce n'est rien de tout cela. Ce fut quand j'ai apporté sa salade. Je l'avais vérifié 3 fois en cuisine. Le chef Antoine avait personnellement chronométré la saisie du thon exactement 45 secondes par côté. La présentation était parfaite. J'ai placé l'assiette devant elle avec des mains qui ne tremblaient plus de nervosité, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Agnès regarda la salade, prit sa fourchette, coupa un morceau de thon, le porta à sa bouche, mâcha lentement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et puis, avec un mouvement délibéré et calculé, elle cracha la nourriture dans sa serviette. « Il est sec », déclara-t-elle. « Absolument inacceptable. Il n'était pas sec. Je le savais. Antoine le savait. Étienne le savait. Tout le monde dans ce maudit restaurant le savait. Mais il ne s'agissait pas de la nourriture. Il ne s'était jamais agi de la nourriture. Il s'agissait de pouvoir, du genre de pouvoir que l'on exerce quand on est tellement ennuyé par sa vie parfaite que votre seul divertissement est de détruire les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Je vais préparer une autre salade. Commençai-je? Non. Agnès s'appuya contre sa chaise, un petit sourire courbant ses lèvres peintes de rouge foncé. Je veux parler au gérant. Je veux qu'ils sachent le genre de service médiocre qu'ils offrent. Et je veux, elle marqua une pause, savourant chaque mot, que vous soyez renvoyé ici, maintenant, devant tout le monde. Le restaurant était retombé dans ce silence. Ce silence de spectateurs attendant de voir du sang. Maman, c'est excessif. Étienne trouva enfin sa voix, mais elle était faible, pathétique. Je t'ai dit de te taire, Étienne. Agnès ne le regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur moi, s'attendant à me voir supplier, pleurer, m'effondrer. Et quelque chose en moi se brisa, mais pas de la manière qu'elle espérait. Vous savez quoi, Madame de Montaigne? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Vous avez raison. Cela l'a pris par surprise. Ses sourcils se sont légèrement arqués. Vous avez raison, répétai-je. Et maintenant ma voix était plus forte, plus claire. Ce service est inacceptable, parce qu'un service vraiment bon ne devrait pas inclure de devoir supporter une cliente qui traite les êtres humains comme s'ils étaient des ordures. Le silence était maintenant absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Agnès devint pâle, puis rouge, se leva lentement de sa chaise, et c'est alors que sa main balaya le verre d'eau de la table. Le cristal explosa contre le marbre, avec ce son que je n'oublierai jamais. « Comment osez-vous » Sa voix était du pur venin. « Avez-vous une idée de qui je suis ?»« Oui, dis-je, et maintenant les larmes étaient dans mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur, c'était des larmes d'années de rage contenue, des années à voir des personnes comme elles détruire des personnes comme moi. Je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes Agnès de Montaigne, la femme qui a bâti un empire sur le dos d'employés qu'elle n'a jamais appris à considérer comme des personnes. La femme que tout le monde craint mais que personne ne respecte. La femme qui a élevé un fils si terrifié par elle qu'il ne peut même pas défendre ce qui est juste quand il le voit. Étienne s'était levé. Son visage était un masque de choc. Chloé. La voix de Duval venait de quelque part derrière moi, teintée de panique, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les vannes s'étaient ouvertes. Et vous savez quelle est la chose la plus triste, Madame de Montaigne? C'est que vous avez tout l'argent du monde, tout le pouvoir, toutes les opportunités que l'on pourrait souhaiter. Et pourtant, la seule chose que vous savez faire avec tout cela, c'est de faire sentir petites les personnes qui ont le malheur de croiser votre chemin. Agnès me regardait comme si j'étais une sorte d'insecte qui venait de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Alors oui, continuai-je, et maintenant je ne me souciais plus de rien. Mon travail était perdu de toute façon.
Ramassez votre verre vous-même, car pour une fois dans votre vie privilégiée, faites quelque chose par vous-même, au lieu d'attendre que le reste du monde s'agenouille à vos pieds. Le restaurant entier avait cessé de prétendre qu'il ne regardait pas. Tout nous observait, la bouche ouverte. Même les autres serveurs étaient sortis de la cuisine. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une femme à la table 5 a commencé à applaudir, puis une autre personne à la table 8, puis un homme d'affaires à la table 3. En quelques secondes, tout le restaurant applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli, c'était un applaudissement de libération de chaque personne qui avait déjà été humiliée par quelqu'un avec de l'argent et du pouvoir, de chaque employé qui avait dû mordre sa langue, de chaque être humain qui avait rêvé de dire exactement ce que je venais de dire. Agnès de Montaigne, pour la première fois en probablement des décennies, resta complètement sans voix. Mais tandis que les applaudissements continuaient, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Étienne de Montaigne me regardait, et dans ses yeux, il n'y avait pas de colère. Il y avait quelque chose de plus troublant. Il y avait des larmes. « Mon père », dit-il à voix basse, mais dans le silence qui suivit les applaudissements, tout le monde l'entendit. « Mon père est mort il y a 6 mois. Savez-vous quelles ont été ses dernières paroles ?» Il se tourna vers sa mère. Il a dit « Étienne, ne laisse pas ta mère devenir le monstre que je crains qu'elle ne soit déjà. » Agnès fit un pas en arrière comme si elle avait été frappée. « Étienne, comment ? Je suis arrivé trop tard, papa. » Continua Étienne. Et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. « Je suis arrivé 35 ans trop tard. » Il me regarda de nouveau, mais cette femme, cette serveuse que vous ne connaissez même pas, a eu le courage que je n'ai jamais eu. Il sortit son portefeuille et plaça plusieurs billets sur la table. Assez d'argent pour payer l'addition 10 fois. « Partons, maman. » Mais Agnès ne bougeait pas. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas de l'humiliation. C'était quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle finalement. Sa voix n'était qu'un murmure. « Chloé Lefebvre. » Elle hocha lentement la tête, comme si elle mémorisait le nom. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et marcha vers la sortie. Étienne la suivit, mais avant de sortir, il s'arrêta à côté de moi. « Merci, murmura-t-il, pour ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Et puis ils partirent. Le restaurant explosa en conversation. Duval s'approcha de moi. Son visage était un mélange d'admiration et de terreur absolue. « Chloé, c'était la chose la plus courageuse et la plus stupide que j'ai jamais vue de ma vie. »« Je sais, » dis-je. Et pour la première fois depuis des années, je souris vraiment. Je suis viré. Probablement. La famille de Montaigne possède la moitié de cette ville. Ils pourraient détruire ce restaurant d'un coup de fil. J'ai acquiescé. Je savais que des conséquences viendraient. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais dit la vérité complète, sans filtre, sans peur. Et cela ressemblait à de la liberté. Ce que je ne savais pas, ce qu'aucun de nous ne savait, c'était que ce n'était que le début, car Agnès de Montaigne n'était pas le genre de femme qui laissait les choses en suspens. Et je venais de devenir son projet le plus intéressant depuis des années. 3 jours après l'incident, ma vie était un désastre contrôlé, ou plutôt, un désastre sans aucun contrôle. La vidéo était apparue sur Internet exactement 18 heures après cette nuit-là. Quelqu'un dans le restaurant avait tout enregistré. Je ne savais pas qui, et honnêtement, je m'en fichais. Le titre était dramatique et parfaitement conçu pour devenir viral. Serveuse détruit une milliardaire avec la vérité. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. 3 millions de vues le premier jour, 7 millions le deuxième jour. Pour le 3e jour, elle avait franchi les 15 millions et était sur toutes les plateformes de médias sociaux. J'étais devenu un mème, un symbole, tout sauf ce que j'étais vraiment. Une femme de 28 ans qui venait de perdre son emploi et était à 2 semaines de ne pas pouvoir payer son loyer. Duval m'avait appelé le matin suivant l'incident. Sa voix tremblait. « Chloé, je suis vraiment désolé. Les propriétaires. La famille de Montaigne a des investissements dans le groupe qui possède le diamant noir. Ils m'ont ordonné de vous licencier immédiatement. Je ne peux même pas vous donner de lettre de recommandation. Je suis tellement désolé. Je ne l'ai pas blâmé. Je savais comment fonctionnait ce monde. Les puissants écrasaient et le reste d'entre nous apprenait à esquiver ou mourait en essayant. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le 2e appel. Celui-ci est arrivé 2 heures plus tard d'un numéro privé. Chloé Lefebvre. La voix était masculine, professionnelle, froide. Oui, je suis Jérôme Dubois, chef des ressources humaines du groupe Montaigne. J'ai le regret de vous informer que vous avez été ajouté à une liste noire dans le secteur de l'hôtellerie et des services de la ville.
Aucun restaurant, hôtel, café ou établissement similaire ne vous embauchera. Cela prend effet immédiatement. J'ai senti que le sol disparaissait sous mes pieds. Liste noire. Est-ce même légal? C'est une recommandation privée entre entreprises partenaires. Bonjour mademoiselle Lefebvre. Clic. Et ainsi, en moins de 24 heures, j'étais passé d'une serveuse anonyme à une paria professionnelle avec une vidéo virale que tout le monde célébrait, mais que personne ne voulait associer à son entreprise. L'ironie ne m'a pas échappé. Maintenant, 3 jours plus tard, j'étais assise dans mon petit appartement d'une seule pièce, regardant mon ordinateur portable avec un mélange de fascination et d'horreur. Les commentaires sous la vidéo étaient accablants. Reine absolue, bien joué. Enfin, quelqu'un dit leur vérité à ces gens. Où puis-je faire un don pour aider cette fille? Ils vont la détruire. Agnès de Montaigne est une vipère. Ma cousine a travaillé pour elle, et elle la faisait pleurer tous les jours. Le fils qui pleure m'a brisé le cœur. Imaginez avoir une mère comme ça. Il y en avait des milliers d'autres. Certains me défendaient, d'autres disaient que j'avais été irrespectueuse et que je méritais ce qui m'était arrivé. Quelques-uns, ceux qui m'effrayaient le plus, avaient trouvé mon adresse et l'avaient publiée dans les commentaires. Toc toc toc. Mon cœur s'est arrêté. Je n'attendais pas de visite. Je n'attendais jamais de visite. Mon appartement était au 4e étage sans ascenseur dans un immeuble qui avait connu de meilleurs jours dans les années 80. Les seules personnes qui frappaient à ma porte étaient le propriétaire quand il voulait le loyer ou les livreurs de nourriture qui se trompaient d'adresse. Toc toc toc. Plus insistant. Cette fois, je me suis levé du canapé lit, qui servait aussi de salle à manger et de bureau, et je me suis approché de la porte. Il y avait un Judas, mais il était si rayé qu'on pouvait à peine voir à travers. « Qui est là ?» demandai-je. Ma voix était plus ferme que ce que je ressentais. « Mademoiselle Lefebvre, nous avons besoin de parler. » C'était une voix féminine, cultivée, avec un accent que j'avais entendu dans les classes supérieures de la ville. Mon estomac se contracta. « Je ne suis pas intéressé par les interviews, » dis-je. « J'ai déjà refusé 3 émissions de télévision. Je ne suis pas journaliste. Je suis maître Sophie Laurent, avocate. Je représente Madame Agnès de Montaigne. » Le monde s'est légèrement incliné. J'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité toujours en place. À travers la fente, j'ai vu une femme d'une 40aine d'années vêtue d'un tailleur pantalon gris perle, qui coûtait probablement plus que 6 mois de mon ancien loyer. Elle portait une mallette en cuir et une expression qui ne révélait absolument rien. « Que voulez-vous » demandai-je. « 5 minutes de votre temps, s'il vous plaît. » Ce n'était pas une supplique, c'était une déclaration de fait, comme si mon accord n'était qu'une simple formalité. Contre tous mes instincts de survie, j'ai ouvert la porte. Maître Sophie Laurent est entrée dans mon appartement avec la même expression qu'elle utiliserait probablement pour entrer dans une salle de réunion ou un tribunal. Ses yeux ont scanné l'espace en 2 secondes. La cuisine, qui était essentiellement une cuisinière électrique et un mini-réfrigérateur. Le canapé lit plié contre le mur, la petite table avec mon ordinateur portable entouré de tasses de café vides, la fenêtre donnant sur une ruelle où les chats se battaient pour les ordures chaque nuit. Elle n'a rien dit sur l'appartement. Point pour elle. « J'irai droit au but, mademoiselle Lefebvre, » dit-elle en posant sa mallette sur ma table et en sortant un dossier. « Ma cliente, Madame Agnès de Montaigne, souhaite vous faire une proposition. » J'ai failli rire. Une proposition. Votre cliente me met sur une liste noire et maintenant elle veut me faire une proposition. Précisément. Sophie Laurent ouvrit le dossier révélant des documents parfaitement organisés. Madame de Montaigne reconnaît que ses actions ont pu être excessives. La liste noire sera retirée à compter d'aujourd'hui 17 heures. De plus, vous recevrez une compensation de 50 000 € pour la perte de votre emploi et les dommages à votre réputation professionnelle. 50 000 € était plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. Où est le piège ? demandai-je. Parce qu'il y avait toujours un piège avec des personnes comme Agnès de Montaigne. Sophie Laurent sourit légèrement. C'était un sourire qu'elle avait pratiqué dans des facultés de droit coûteuses et perfectionné dans des salles de réunion où se décidaient des destins. Madame de Montaigne souhaite que vous travailliez pour elle. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Pardon, fut tout ce que je pus articuler. En tant que son assistante personnelle. Salaire initial de 10 000 € par mois, plus avantages complets, logement inclus, et une prime à la signature de 30 000 € supplémentaires. Sophie Laurent glissa un contrat sur la table. C'est une offre extrêmement généreuse. C'est de la folie, dis-je en retrouvant ma voix. Votre cliente me déteste. Je l'ai affrontée publiquement. Je l'ai humiliée. Pourquoi diable voudrait-elle que je travaille pour elle? Pourquoi? Dit une voix depuis la porte. Une voix que j'ai immédiatement reconnue.
Vous êtes la première personne en 30 ans à m'avoir dit la vérité. Je me suis retourné si vite que j'ai failli perdre l'équilibre. Agnès de Montaigne était debout sur le seuil de mon appartement. Je ne sais pas comment je ne l'avais pas entendue monter les escaliers. Je ne sais pas comment elle avait franchi la porte principale de l'immeuble qui était censé nécessiter un code. Je ne sais rien. Sauf que tout à coup, la femme la plus puissante de la ville était dans mon petit appartement, me regardant avec ses yeux gris qui avaient obsédé mes cauchemars pendant 3 nuits, mais il y avait quelque chose de différent en elle, quelque chose que je n'avais pas vu au restaurant. Elle semblait fatiguée. Les lignes autour de ses yeux étaient plus prononcées. Son maquillage parfait ne pouvait pas complètement cacher ses cernes et sa posture, bien que toujours droite, portait un poids invisible sur les épaules. « Madame de Montaigne », dis-je, et je détestais que ma voix soit tremblante. « Chloé ». Mon nom sonna étrange sur ses lèvres. « Je peux partir si vous voulez. Sophie peut gérer les détails. Mais je suis venu personnellement parce que vous deviez voir que ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège, répétai-je en retrouvant un peu de mon courage antérieur. Vous avez détruit ma carrière en moins de 24 heures. Vous m'avez rendu intouchable dans toute la ville, et maintenant vous voulez que je croie que c'est quoi? Un acte de bienveillance. Non, dit Agnès, et à ma complète surprise. Elle entra dans l'appartement et ferma la porte derrière elle. C'est de l'égoïsme pur. Cela m'arrêta. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la ruelle. Quand elle parla à nouveau, sa voix était différente, plus douce, presque humaine. Cette vidéo a eu 15 millions de vues. Je l'ai regardée 143 fois. Elle se tourna pour me regarder. Savez-vous combien de personnes dans ma vie m'ont parlé comme ça, avec cette honnêteté brutale, cette vérité sans filtre? Je n'en ai aucune idée. Zéro. Jusqu'à vous. Elle retira lentement ses gants en cuir, un geste qui semblait plus vulnérable qu'il ne devrait l'être. Mon mari est mort il y a 6 mois. Georges, nous étions mariés depuis 40 ans et sur son lit de mort. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si je devais le faire. Il m'a dit qu'il m'avait perdu, que la femme dont il était tombé amoureux avait disparu il y a si longtemps qu'il ne pouvait même plus se souvenir de son rire. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes, avec quelque chose de plus dur. Il m'a dit que j'étais devenu exactement ce qu'il craignait le plus, ma propre mère. L'air dans l'appartement était lourd, chargé de vérités que je n'étais pas sûr de vouloir entendre. Pendant 6 mois, continua Agnès, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. J'ai analysé chaque décision que j'ai prise, chaque mot que j'ai dit, chaque personne que j'ai blessée sur mon chemin vers le succès, et je n'ai pas trouvé de réponse parce que tout le monde autour de moi me dit ce que je veux entendre. Ils me disent que je suis brillante, puissante, inspirante. Mais vous savez que ce n'est pas vrai, dis-je à voix basse. Je sais que ce n'est qu'une partie de la vérité, la partie pratique. Elle me regarda directement. Et puis vous êtes arrivée. Une serveuse de 28 ans qui n'avait rien à gagner et tout à perdre. Et pourtant, vous m'avez dit exactement ce que personne d'autre n'ose dire, et vous m'avez détruite pour ça. Oui, elle ne le nia pas, elle ne s'excusa pas parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Quelqu'un me défie et j'écrase. C'est l'instinct à ce stade, automatique. Et maintenant, demandai-je, vous voulez que je sois votre conscience personnelle, votre miroir de vérités inconfortables? Je veux, dit Agnès. Et maintenant il y avait quelque chose de presque désespéré dans sa voix. Que quelqu'un m'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Étienne me regarde avec peur. Mes employés m'évitent. Mes amis ne sont que des personnes qui veulent quelque chose de moi. Et je suis seul dans un hôtel particulier de 20 pièces, me transformant lentement en le genre de personne que même mon fils ne peut pas aimer. Le silence qui suivit fut brisé par Sophie Laurent, qui avait tout observé avec une expression professionnellement neutre. Le contrat est pour 1 an. Dit-elle, revenant aux détails pratiques. Avec une clause de sortie mutuelle après 3 mois, et les 2 parties conviennent que cela ne fonctionne pas. Confidentialité totale, bien sûr. J'ai regardé le contrat. Les chiffres dansaient devant mes yeux. 120 000 euros par an, 30 000 euros de primes, 50 000 euros de compensation. C'était un total de 200 000 euros. C'était une vie complètement différente. C'était aussi potentiellement un piège doré. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Demandai-je directement à Agnès. Vous avez montré exactement de quoi vous êtes capable quand quelqu'un vous défie. Vous ne devriez pas me faire confiance, répondit Agnès avec une honnêteté surprenante. Vous devriez y aller les yeux complètement ouverts, sachant que je suis difficile, exigeante, et que je rendrai probablement votre vie misérable au moins la moitié du temps, et l'autre moitié. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être un vrai sourire sur son visage. L'autre moitié.
Vous apprendrez comment le monde fonctionne vraiment au sommet. Vous rencontrerez des personnes qui peuvent ouvrir des portes dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Et qui sait? Son expression s'adoucit légèrement. Peut-être que nous apprendrons toutes les deux quelque chose. J'ai regardé Sophie Laurent, qui maintenait son expression parfaitement neutre. J'ai regardé le contrat avec tous ses zéros. J'ai regardé mon appartement minuscule avec son canapé, lit et sa vue sur la ruelle. Et j'ai regardé Agnès de Montaigne, cette femme complexe et brisée qui avait été ma méchante personnelle 3 jours auparavant. J'ai besoin de 24 heures pour y réfléchir, dis-je finalement. Bien sûr. Sophie Laurent ferma sa mallette avec un clic satisfait. Mon numéro est sur la première page du contrat. Appelez avant 17 heures demain. Agnès enfila ses gants, se préparant à partir, mais s'arrêta à la porte, me regardant une dernière fois. Chloé, je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande même pas de m'apprécier. Je vous demande juste de considérer que juste peut être, nous pourrions toutes les deux bénéficier de cette folie. Et puis elle est partie, laissant derrière elle l'odeur de son parfum coûteux et un contrat qui pourrait changer ma vie. Je suis resté assise sur mon canapé-lit pendant des heures après leur départ, regardant les papiers. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages d'amis qui avaient vu la vidéo, des journalistes qui voulaient des interviews, des inconnus sur Internet qui avaient des opinions sur ma vie, mais il y avait un message qui m'a fait m'arrêter. Il venait d'un numéro inconnu. C'est Étienne. J'ai obtenu votre numéro par l'intermédiaire de... Eh bien, peu importe comment. Je voulais juste vous dire. Si vous décidez de travailler pour ma mère, soyez prudente. Mais aussi merci. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu vraiment se regarder dans le miroir. Quoi qu'il arrive ensuite, vous avez commencé quelque chose. Et j'ai regardé par ma fenêtre la ruelle où 2 chats se battaient pour un morceau de vieille pizza. J'ai pensé à Georges de Montaigne, un homme qui avait passé 40 ans à voir sa femme se transformer en quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. J'ai pensé à Étienne, un fils qui aimait sa mère, mais craignait de devenir elle. Et j'ai pensé à moi, à la fille qui avait grandi dans des quartiers comme celui-ci, qui avait travaillé 3 emplois pour payer l'université, qui avait appris que la dignité était parfois la seule chose qu'il ne pouvait pas vous enlever. Étais-je prête à risquer cette dignité pour 200 000 € et la vague promesse d'apprendre quelque chose? Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était mon propriétaire, Chloé. J'ai besoin de vous parler du loyer en retard. Demain, sans excuse. J'ai regardé le contrat. Parfois, l'univers ne vous donne pas un choix clair entre le bien et le mal. Parfois, il vous donne juste un choix entre survivre ou couler avec votre fierté intacte. Et j'avais toujours été une survivante. L'hôtel particulier Montaigne n'était pas une maison. C'était une déclaration de guerre contre l'humilité. J'ai franchi les immenses portes en fer forgées à 7 heures précises, comme Maître Laurent me l'avait indiqué. Un chauffeur silencieux m'avait pris en charge à mon appartement 30 minutes plus tôt, conduisant une Mercedes noire qui sentait le cuir neuf et l'argent ancien. Il ne m'avait pas parlé. Il ne m'avait même pas regardé dans le rétroviseur. Apparemment, c'était le ton auquel je devais m'attendre. L'allée serpentait à travers des jardins qui semblaient sortis d'un magazine européen. Fontaines en marbre, haies parfaitement taillées en forme géométrique, statues qui valaient probablement plus que ma vie entière. Et au bout de tout cela, l'hôtel particulier, 3 étages d'architecture néoclassique avec des colonnes blanches, des balcons en fer forgé, et suffisamment de fenêtres pour que le soleil ne trouve jamais un coin sombre où se cacher. Mademoiselle Lefebvre, une femme apparut à la porte principale, avant que je puisse sonner. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux gris ramassés en un chignon sévère et portait une robe noire simple qui criait « J'ai vu des choses qui vous feraient démissionner dès votre premier jour. Je suis Madame Hélène, chef du personnel. Suivez-moi. » Il n'y eut pas de bienvenue. Il n'y eut pas de félicitations pour le travail. Juste un suivez-moi qui indiquait clairement qu'ici, on ne perdait pas de temps en courtoisies inutiles. L'intérieur était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Sols en marbre qui reflétaient tout comme des miroirs. Un escalier incurvé qui montait majestueusement vers les étages supérieurs. Des lustres en cristal qui nécessitaient probablement une équipe complète juste pour les nettoyer. De l'art sur les murs que j'ai reconnu de mes cours d'histoire de l'art. Un Monet, un Renoir, un maudit Picasso dans le couloir, comme si c'était une affiche ordinaire. « Madame de Montaigne vous attend dans son bureau », dit Madame Hélène, pendant que nous montions l'escalier. Elle est arrivée à 5 heures du matin. Elle arrive toujours à 5 heures du matin. Vous devrez être disponible à partir de 6h30. Compris? Ce n'est pas compris, mademoiselle Lefebvre. C'est une réalité non négociable. Madame de Montaigne n'accepte pas les retards, les excuses ou l'incompétence. Est-ce clair? Limpide.
Madame Hélène s'arrêta devant une porte en bois sombre incrustée de ce qui semblait être de l'or véritable. Elle frappa 2 fois, attendit exactement 3 secondes et ouvrit. Madame de Montaigne. Mademoiselle Lefebvre est arrivée. Le bureau était de la taille de mon ancien appartement multiplié par 4. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Des bibliothèques en acajou remplies de volumes qui ressemblaient plus à de la décoration qu'à de la lecture réelle. Et au centre, derrière un bureau qui avait probablement appartenu à un magnat du XIXe siècle, se trouvait Agnès de Montaigne. Elle ne me regarda pas immédiatement. Elle écrivait quelque chose sur une tablette, ses doigts bougeant avec une précision qui témoignait de décennies de pratique. Elle portait un tailleur blanc immaculé qui contrastait dramatiquement avec ses cheveux argentés. Pas une ride, pas un cheveu de travers. 10 secondes passèrent, 20, 30. Finalement, elle leva les yeux. « Vous êtes à l'heure, dit-elle, comme si c'était à peine acceptable. C'est plus que ce que je peux dire de votre prédécesseur. Il a tenu 4 jours avant de démissionner en pleurant. » « Bonjour à vous aussi, répondis-je, et je vis le moindre éclair de quelque chose dans ses yeux. Amusement, irritation, c'était impossible à savoir. Asseyez-vous. Elle désigna une chaise devant son bureau. Nous avons beaucoup à couvrir et peu de temps pour le faire. Je me suis assise en gardant le dos droit. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir intimidé, même si mon cœur battait comme un tambour de guerre. Votre rôle, commença Agnès, n'est pas d'être mon amie. Ce n'est pas d'être ma confidente. Ce n'est pas de me faire me sentir mieux dans ma peau. Votre rôle est de maintenir ma vie organisée, d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Et elle marqua une pause, ses yeux fixés sur les miens. Me dire quand je suis sur le point de faire quelque chose que Georges aurait détesté. Cette dernière partie me prit par surprise. Pardon, vous avez bien entendu. Elle s'appuya contre sa chaise. Mon mari avait une boussole morale que j'ai perdue à un moment donné au cours des 20 dernières années. Vous avez démontré au restaurant que vous en avez une. J'en ai besoin. Je ne suis pas votre conscience allouée, dis-je prudemment. Vous n'êtes pas mon assistante qui a accessoirement l'épine dorsale que la plupart des gens dans ma vie ont perdue il y a longtemps. Elle se leva, marchant vers les baies vitrées. Aujourd'hui, j'ai 4 réunions. Une avec le conseil d'administration de l'hôpital pour enfants que ma famille a fondé, une autre avec les investisseurs du nouveau développement immobilier dans le quartier historique. Ensuite, déjeuner avec la mère. Et enfin, un appel vidéo avec nos partenaires à Singapour. Elle sortit un dossier de son bureau et le glissa vers moi. Lisez ceci. Ce sont les antécédents de chaque réunion. Vous aurez 20 minutes. J'ai ouvert le dossier. Il y avait au moins 100 pages d'informations denses. Rapports financiers, biographie de personnes clés, analyse de marché et projections. Ma tête commença à tourner. 20 minutes, répétai-je. 18 maintenant, dit-elle en regardant sa montre. Le temps presse. Les 18 minutes suivantes furent un éclair d'informations que je pouvais à peine traiter. J'ai appris que l'hôpital pour enfants était en crise financière, que le développement immobilier menaçait de déplacer des centaines de familles à faible revenu, que la maire faisait pression pour des réglementations qui affecteraient les affaires des montagnes, que les partenaires, à Singapour, envisageaient de se retirer d'un accord de 50 millions d'euros. Quand Agnès revint, j'avais un mal de tête massif et j'avais pris des notes frénétiques dans un cahier que Madame Hélène m'avait donné. « Résumé », ordonna Agnès. 30 secondes. J'ai respiré profondément. L'hôpital a besoin d'argent, mais vous ne voulez pas simplement faire un chèque, car cela créerait un précédent. Le développement immobilier est rentable, mais éthiquement discutable. La mère veut quelque chose de vous et vous voulez quelque chose d'elle. Singapour est une épreuve de force, et celui qui clignera des yeux, le premier perd. Agnès m'étudia longuement, puis, à ma complète surprise, elle sourit. Un petit sourire, mais réel. « Georges aurait dit exactement cela », murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour moi. « Bien, allons-y. » La première réunion était avec le conseil de l'hôpital. 8 personnes autour d'une table de conférence dans l'aile et de l'hôtel particulier. Tous impeccablement vêtus, tous avec des expressions soigneusement neutres, tous clairement terrifiés par Agnès. Mon rôle était simple, m'asseoir sur une chaise contre le mur, prendre des notes et rester invisible. Pendant 40 minutes, j'ai écouté tandis qu'ils discutaient de chiffres, de projections, de coupes budgétaires. L'hôpital avait besoin de 2 millions d'euros pour rester ouvert une autre année. Agnès leur offrit 500 000 euros, avec des conditions strictes. Réduction de personnel, fermeture de 2 salles, augmentation des tarifs. Cela signifie que les familles les plus pauvres ne pourront pas se permettre le traitement, dit l'un des membres du conseil, un médecin d'une 60aine d'années, avec une expression préoccupée. Alors,
L'hôpital fermera complètement, et personne ne recevra de traitement, répondit Agnès froidement. C'est de l'économie de base, docteur Leclerc. C'est inhumain, murmura-t-il. Le silence dans la salle était absolu. Tous regardaient Agnès, attendant l'explosion. La destruction du docteur Leclerc. Et puis j'ai ressenti quelque chose, ce même feu que j'avais ressenti au restaurant, cette impulsion qui m'avait mise dans ce pétrin en premier lieu. « Excusez-moi, dis-je. » Ma voix coupa le silence comme un couteau. Tous se tournèrent pour me regarder. Agnès leva un sourcil, mais ne m'arrêta pas. Que se passerait-il si au lieu de fermer des ailes, on cherchait des dons supplémentaires, des événements de collecte de fonds visant spécifiquement à maintenir l'accès au traitement pour les familles à faible revenu? La famille de Montaigne pourrait égaler chaque euro collecté. Le docteur Leclerc me regardait comme si je venais de suggérer de voler jusqu'à la lune. Les autres membres du conseil semblaient confus quant à savoir s'ils devaient m'écouter ou m'ignorer. Agnès ne dit rien pendant 5 secondes complètes. Ensuite, sortez de la salle, Chloé. Mon estomac se serra. Je me levai, marchant vers la porte avec des jambes qui me soutenaient à peine. J'avais tenu exactement 1 heure et 12 minutes dans mon nouvel emploi avant de le ruiner complètement. Mais quand j'atteignis la porte, Agnès parla de nouveau. « Attendez dehors. Je vous rappellerai dans 10 minutes. » Je fermai la porte derrière moi, respirant lourdement. Madame Hélène était dans le couloir, son expression aussi neutre que d'habitude. « Combien pariez-vous qu'elle me vire avant le déjeuner ?» lui demandai-je. « Je ne parie pas, mademoiselle Lefebvre, » répondit-elle. « Mais si je le faisais, je parierais que vous tenez plus longtemps que vous ne le pensez. » Je l'ai vue la regarder quand elle a parlé. Et ce n'était pas le regard qu'elle donne aux gens avant de les détruire. C'était le regard qu'elle donnait à Monsieur Georges quand il la défiait. Madame Hélène sourit presque. Presque. C'est le regard de quelqu'un qui se souvient de ce que c'est que d'être humain. Exactement 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Le docteur Leclerc sortit le premier, et quand il me vit, il hocha légèrement la tête. Respect peu, être ou gratitude. Les autres membres du conseil suivirent, tous avec des expressions moins tendues que lorsqu'ils étaient entrés. Agnès fut la dernière à sortir. Elle me regarda directement. « La prochaine fois que vous aurez une idée pendant une réunion, » dit sa voix froide, mais pas furieuse. « Écrivez-la sur une note et passez-la moi. N'interrompez pas. »« Oui, madame. » Cela dit, elle marqua une pause. « Votre idée était bonne. Nous allons la mettre en œuvre. L'hôpital recevra le 1 million complet, à condition qu'il collecte un autre 1 million en 6 mois. Nous l'égalerons. » Je ne savais pas quoi dire. Je m'étais attendu à être renvoyée, humiliée, détruite. « Merci, murmurai-je. Ne me remerciez pas. Georges aurait fait la même chose. Vous m'avez juste rappelé comment. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Et Chloé, la prochaine réunion est dans 30 minutes. Préparez-vous, ce ne sera pas si facile. » Tandis que je la regardais s'éloigner, Madame Hélène s'approcha de moi. « Bienvenue à l'hôtel particulier Montaigne, mademoiselle Lefebvre, » dit-elle, avec la plus petite touche de chaleur dans sa voix. « Je crois que vous pourriez survivre ici après tout. » La 2e semaine à l'hôtel particulier Montaigne, j'ai appris que l'enfer avait de nombreux visages et qu'ils portaient tous le visage de ma patronne. J'avais commencé à croire dans un coin naïf de mon esprit que être Agnès de Montaigne voulait vraiment changer, que le moment au restaurant avait été un tournant, que les mots de son mari mort avaient planté une graine de transformation. Quel idiote j'ai été. C'était mardi après-midi, quand tout s'est écroulé. J'étais dans le bureau d'Agnès, passant en revue la correspondance du jour quand j'ai entendu les cris. Pas un cri singulier. Une voix féminine transperçant les murs du manoir, comme un couteau. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de voir cette garce tout de suite. Je me suis levé d'un bond, mon cœur s'accélérant déjà. Madame Hélène apparut à la porte. Son visage habituellement serein, maintenant tendu, avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Mademoiselle Lefebvre, Madame de Montaigne a besoin que vous. » Mais elle n'a pas fini la phrase parce que la porte du vestibule principal s'est ouverte en grand et qu'une femme a fait irruption dans le bureau comme un ouragan humain. Elle avait une 40aine d'années, des cheveux foncés, ébouriffés, des yeux gonflés par les pleurs et portait des vêtements qui avaient autrefois été élégants, mais qui étaient maintenant froissés, comme si elle avait dormi avec pendant des jours. Dans sa main droite, elle tenait une enveloppe Kraft. Dans sa main gauche, elle tremblait. « Cécile !» La voix d'Agnès sortit froide comme la glace arctique depuis son bureau. Elle n'avait pas bougé. Elle n'avait même pas levé les yeux de son ordinateur. « Vous n'avez pas de rendez-vous. »« Rendez-vous !» La femme Cécile rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son, seulement de la douleur distillée sous forme de rire. « J'ai besoin d'un rendez-vous pour vous demander pourquoi vous avez détruit ma vie. »
Maintenant. Agnès leva les yeux et l'expression sur son visage me glaça le sang. Ce n'était pas de la surprise, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de l'ennui. De l'ennui absolu, comme si cette femme brisée devant elle n'était qu'une nuisance mineure dans sa journée parfaitement planifiée. « Madame Hélène, dit Agnès calmement, appelez la sécurité. » Non. Cécile s'approcha du bureau, jetant l'enveloppe devant Agnès. Des photographies se dispersèrent sur la surface d'acajou. « Regardez-les, regardez-les. » Pour la première fois, je vis Agnès hésiter. Ses yeux se posèrent sur les photographies, et quelque chose de petit, mais d'indéniable, clignota dans son expression. Je n'aurais pas dû le faire. Ce n'était pas ma place, mais je me suis approché assez pour voir les images. Une fille peut être 8 ou 9 ans, cheveux foncés en couette, sourire énorme montrant une dent manquante. Sur une photo, elle était sur une balançoire. Sur une autre, elle tenait une glace. Sur une autre encore, elle étreignait une femme que je reconnus comme une Cécile plus jeune et plus heureuse. Elle s'appelait Émilie, dit Cécile, et sa voix se brisa à chaque syllabe. Ma fille avait 10 ans. L'utilisation du passé me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Cécile, ce n'est pas approprié », commença Agnès. « Ce n'est pas approprié. » Cécile frappa le bureau avec les 2 mains, faisant sauter les photographies. « Savez-vous ce qui n'est pas approprié ? Renvoie une mère célibataire parce qu'elle a pris 3 jours de congé lorsque sa fille était à l'hôpital. Savez-vous ce qui n'est pas approprié ? Mettre son nom sur une liste noire pour qu'elle ne puisse pas trouver un autre emploi. Savez-vous ce qui n'est pas approprié ? Sa voix monta jusqu'à devenir un cri. Que ma fille soit morte parce que je n'ai pas pu payer son traitement. Parce que vous m'avez tout pris. Le silence qui suivit fut si dense qu'il était douloureux de respirer. J'ai regardé Agnès. J'attendais, je ne sais pas quoi j'attendais. Choc, remords, horreur pour ce qu'elle avait fait, mais ce que j'ai vu était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai vu le néant. « Cécile », dit Agnès, et sa voix était professionnelle, distante, comme si elle rejetait une demande de vacances. Vous travaillez au département des finances. Vous connaissiez les politiques. 3 absences non justifiées sont une cause de licenciement immédiat. Ma fille était en train de mourir, et je regrette votre perte, sincèrement. Mais il n'y avait aucune sincérité dans ces mots. C'était juste des mots vides, mécaniques. Cependant, les règles existent pour une raison. Si je fais une exception pour vous, je devrais la faire pour tout le monde. Quelque chose en moi se brisa à ce moment-là. Ce ne fut pas une rupture bruyante, ce fut silencieux, comme lorsque la glace mince cède finalement sous le poids. « Madame de Montaigne, dis-je. » Ma voix tremblait. « Pourrions-nous parler en privé ?» Agnès me regarda comme si elle venait de se souvenir que j'étais dans la pièce. « Chloé, cela ne vous concerne pas. Avec tout mon respect. » Et ma voix était plus ferme. « Maintenant cela me concerne. Je suis votre assistante, et une partie de mon travail est de vous empêcher de faire des choses que, je cherchais les bons mots, que Georges aurait détesté. Le nom de son mari mort tomba dans la pièce comme une bombe. Le masque d'Agnès se fissura juste une seconde, juste assez pour que je voie quelque chose de sombre et de tordu en dessous. Douleur peut être ou fureur, ou les deux. « Sortez, dit-elle à Cécile. Maintenant, je n'ai pas fini. » Si vous avez fini et maintenant il y avait du feu dans la voix d'Agnès. Du vrai feu. Vous êtes entré chez moi sans invitation. Vous avez fait des accusations. Vous avez interrompu ma journée. La sécurité va vous accompagner à la sortie. 2 hommes de la sécurité étaient apparus à la porte. Grands, intimidants, professionnels. Cécile me regarda alors et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me hanterait pendant des semaines. Espoir. Espoir que moi, cette étrangère qui travaillait pour son ennemi, puisse faire quelque chose. N'importe quoi. « S'il vous plaît », murmura-t-elle. Je voulais juste qu'elle sache ce qu'elle a fait. Je voulais juste qu'elle voie mon Émilie. Les gardes la prirent doucement par les bras. Elle ne résista pas. Elle n'avait plus de combat en elle. Il ne restait que de la douleur brute et épuisée. Tandis qu'il l'emmenait, j'ai ramassé une des photographies sur le bureau, celle d'Émilie avec la glace. Son sourire était si pur, si plein de vie, et maintenant, elle était morte. 10 ans morte parce que sa mère n'a pas pu payer un traitement qui, pour Agnès de Montaigne, aurait été l'équivalent d'un pourboire dans un restaurant cher. « Lâchez cette photographie », ordonna Agnès. Je ne l'ai pas fait. Agnès, et j'ai utilisé son prénom pour la première fois. Allez-vous vraiment rester assise là et prétendre que ce que vous avez fait à cette femme était juste? J'ai appliqué les politiques de l'entreprise, des politiques qui sont là pour des raisons spécifiques. Une enfant est morte. Une enfant est morte, corrigea Agnès. Et le fait qu'elle puisse faire cette distinction grammaticale à cet instant
me rendit physiquement malade d'une condition médicale. C'est une tragédie, mais elle n'a pas été causée par moi. Vraiment, j'ai jeté la photographie sur son bureau. C'est ce que vous vous dites pour dormir la nuit. Agnès se leva si vite que sa chaise roula en arrière. Attention, Chloé, vous franchissez une limite. Eh bien, et maintenant je criais aussi. Tout le professionnalisme, toute la prudence que j'avais maintenue pendant 2 semaines s'est évaporée. Parce qu'apparemment, quelqu'un a besoin de franchir vos foutues limites. Vous m'avez embauché spécifiquement pour ça, pour vous arrêter quand vous étiez sur le point de faire quelque chose que Georges aurait détesté. Eh bien, me voici, je vous arrête. Je me suis approché de son bureau, la regardant directement dans ses yeux gris qui avaient perdu toute chaleur. Vous êtes exactement le monstre que votre mari craignait. Vous ne changez pas, vous n'apprenez rien. Vous êtes toujours la même femme qui détruit des vies sans ciller. Parce que les politiques sont plus importantes que les personnes. Les règles sont plus importantes que la compassion. Votre maudite fierté est plus importante que la vie d'une enfant. Assez. Non. Et maintenant, les larmes coulaient sur mon visage. Mais je m'en fichais parce que, vous savez quoi? Je commençais à croire que juste peu, il y avait quelque chose de sauvable en vous. Que le discours sur Georges, sur le désir de changer, sur le besoin que quelqu'un vous arrête, que tout cela était réel, mais ça ne laisse pas. Vous n'êtes qu'une femme solitaire, qui veut se sentir mieux dans sa peau, sans vraiment faire le travail d'être meilleure. Le silence qui suivit fut absolu. Même Madame Hélène, qui était à la porte tout ce temps, semblait avoir cessé de respirer. Agnès me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Ce n'était pas de la fureur, ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Quand elle parla finalement, sa voix était dangereusement basse. « Avez-vous terminé ?»« Oui, » dis-je en essuyant mes larmes. « J'en ai fini avec ce discours, avec ce travail, avec cette farce selon laquelle vous voulez vraiment changer. » « Bien. » Agnès marcha vers les baies vitrées, me tournant le dos. « Alors vous pouvez partir. Vous récupérerez vos affaires et partirez ce soir. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû sentir que j'avais fait ce qu'il fallait, mais tout ce que je ressentais était le vide. Je me suis dirigé vers la porte, mais la voix d'Agnès m'arrêta. « Chloé, je me suis retourné. » Elle me tournait toujours le dos, regardant la ville à travers la baie vitrée. « Cet enfant, dit-elle, et pour la première fois sa voix trembla, juste légèrement à peine perceptible. Son nom était Émilie Durand. Elle souffrait d'une maladie terminale. Elle avait besoin d'une procédure médicale avancée qui coûtait 200 000 €. Sa mère a travaillé pour moi pendant 8 ans. Elle était bonne dans son travail, efficace. Elle n'a jamais rien demandé. Elle se tourna pour me regarder, et ce que je vis sur son visage me fit reculer d'un pas. Ce n'était pas le masque de glace, ce n'était pas l'ennui professionnel. C'était de la douleur brute et sans filtre. Et je l'ai renvoyé parce que les règles disaient que je devais le faire, parce que j'avais bâti un empire sur des règles et une structure et de ne jamais faire d'exception. Parce que si je commençais à voir mes employés comme des personnes, comme des êtres humains avec des vies et des familles et des tragédies, sa voix se brisa. Alors je devrais admettre que j'ai bâti mon empire sur les dos brisés de personnes exactement comme Cécile. Elle s'assit lourdement sur sa chaise, paraissant soudain beaucoup plus âgée que ses 63 ans. Émilie est morte il y a 3 ans et je le savais. Cécile m'a envoyé un email quand c'est arrivé. Je n'ai pas répondu, je l'ai archivé, et j'ai continué ma vie parce que c'est le genre de personne que je suis. Elle se couvrit le visage de ses mains, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis Agnès de Montaigne pleurer. Ce n'étaient pas des larmes délicates, c'étaient des sanglots qui secouaient tout son corps. Georges le savait, je ne sais pas comment, mais il le savait, et il m'a regardé différemment après ça, comme s'il avait finalement vu qui j'étais vraiment. Et il a eu raison de le craindre. Il a eu raison sur tout. Je ne savais pas quoi faire. Chaque instinct me disait de partir, de laisser cette femme brisée dans son bureau à millions d'euros avec ses larmes et sa culpabilité. De prendre ma dignité et de fuir avant de me noyer dans cette obscurité. Mais j'avais vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que j'ai reconnu parce que je l'avais ressenti moi-même. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était du désespoir. Le désespoir de quelqu'un qui voit enfin le monstre dans le miroir et ne sait pas comment l'arrêter. Lentement, je me suis approché de son bureau. J'ai ramassé la photographie d'Émilie avec la glace. « Où est Cécile maintenant ?» demanda-je à voix basse. Agnès leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. « Quoi ? Cécile Durand, où vit-elle ? A-t-elle d'autres enfants ? Un travail, je ne sais pas. » Après qu'Émilie soit morte, elle a disparu. Personne ne sait où elle est allée. Trouvez-la. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Utilisez toutes vos ressources, tout votre argent, tout votre pouvoir.
Trouvez-la, Chloé. Je ne peux pas lui rendre sa fille. Non, interrompis-je. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez reconnaître ce que vous avez fait. Vous pouvez vous excuser et vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'aider maintenant. Non pas parce que cela changera le passé, mais parce que c'est ce qu'une personne décente ferait. Agnès me regarda longuement. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Madame Hélène » appela-t-elle. Sa voix était encore rauque à force de pleurer. « J'ai besoin que vous trouviez toutes les informations sur Cécile Durand. Adresse actuelle, situation professionnelle, tout. » Madame Hélène entra. Son expression soigneusement neutre, bien que ses yeux montrassent de la surprise. Immédiatement, Madame de Montaigne. Quand elle fut partie, Agnès et moi restâmes en silence. Finalement, elle parla. « Je veux toujours que vous partiez. » Mon cœur se serra. « Mais pas aujourd'hui, » continua-t-elle. « J'ai besoin que vous soyez là quand nous trouverons Cécile. J'ai besoin que vous vous assuriez que je fasse cela correctement, car manifestement, livré à moi-même, je trouverai le moyen de tout gâcher. Ce n'était pas des excuses, ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était quelque chose, un pas microscopique dans la bonne direction. « C'est d'accord, dis-je, mais à une condition. » Laquelle ? Chaque fois que vous prendrez une décision qui affecte la vie de quelqu'un, licencier quelqu'un, lui refuser de l'aide, utilisez votre pouvoir pour écraser quelqu'un. Je veux que vous vous souveniez de cette photographie. Je plaçais l'image d'Émilie au centre de son bureau. Je veux que vous vous souveniez que les politiques et les règles et l'empire que vous avez bâti ont des visages, des noms, des vies. Agnès regarda la photographie longuement. Puis, avec des mains tremblantes, elle la prit et la plaça dans un cadre vide sur son bureau. Un cadre qui, je m'en rendis compte, était vide depuis que j'avais commencé à travailler ici. « Émilie Durand » murmura-t-elle, « je n'oublierai plus. » Cette nuit-là, alors que je me préparais à partir, Étienne apparut à la porte du bureau qu'on m'avait assigné. « J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il. Madame Hélène m'a raconté et pour la première fois en 3 ans, j'ai vu ma mère pleurer. » Il me regarda avec une expression étrange, quelque chose entre la gratitude et la peur. Mon père a essayé pendant 40 ans de lui faire voir, de lui faire sentir. Vous l'avez réussi en 2 semaines. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, admis-je. Peut être que certains monstres ne peuvent pas changer. Ou peut être, dit Étienne doucement. Ils ont besoin de voir combien de dégâts ils ont causés avant de pouvoir commencer à réparer. Il partit, me laissant seul avec mes pensées. Je ne savais pas si Agnès de Montaigne pouvait vraiment changer. Je ne savais pas si nous trouverions Cécile, ou si des excuses signifieraient quelque chose après 3 ans de douleur. Mais je savais une chose, j'avais vu Agnès de Montaigne se briser. J'avais vu les fissures dans l'armure, et à travers ces fissures, pour la première fois, j'avais vu quelque chose qui ressemblait à un être humain. La question était, serait-ce suffisant ? Trouver Cécile Durand prit exactement 48 heures. Lorsque vous avez le genre de ressources qu'Agnès de Montaigne possède, il n'y a pas beaucoup d'endroits où quelqu'un peut se cacher. Des détectives privés, des contacts dans les banques, l'accès à des bases de données que des personnes comme moi ne savaient même pas qu'elles existaient. L'argent ouvre des portes, et quand ces portes ne s'ouvrent pas, l'argent les démolit tout simplement. Cécile vivait à la périphérie de la ville, dans un immeuble d'appartements qui faisait passer le mien pour un palais. 4e étage, sans ascenseur, mur avec humidité, couloir qui sentait la nourriture frite et le désespoir accumulé pendant des décennies. J'étais debout devant la porte 4XC avec Agnès à mes côtés. Aucune de nous deux n'avait parlé pendant le trajet en voiture. Le chauffeur nous avait laissés à l'entrée, et Agnès avait insisté pour monter les escaliers avec moi. Sans garde du corps, sans avocat, juste nous deux. « Êtes-vous sûr de ça ?» lui demandai-je pour la 3e fois. Non, sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Mais je pense que c'est précisément le but, n'est-ce pas ? Si j'étais sûr, cela signifierait que je ne comprends pas la gravité de ce que j'ai fait. » J'ai frappé à la porte. Rien. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Cette fois, nous avons entendu du mouvement à l'intérieur, des pas traînants, puis une voix rauque et prudente. « Qui est là ?»« Madame Durand, » dis-je, en gardant ma voix aussi douce que possible. « Mon nom est Chloé Lefebvre. Je suis venu avec quelqu'un qui a besoin de vous parler. C'est important. » Silence. Puis le bruit de plusieurs serrures étant ouvertes. La porte s'entr'ouvrit juste un peu, retenue par une chaîne de sécurité. Le visage de Cécile apparut dans l'espace. Elle avait l'air pire que lorsqu'elle avait fait irruption dans l'hôtel particulier. Des cernes plus profonds, une peau plus pâle, comme si les 2 derniers jours l'avaient consumée de l'intérieur. Et puis elle vit Agnès. Non. Le mot sortit comme un sifflement. Non, 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 non. Elle essaya de refermer la porte,
Mais je mis mon pied dans l'encadrement. « S'il vous plaît, suppliai-je. Seulement 5 minutes. Si après cela vous voulez que nous partions, nous le ferons. Je le promets. Que pouvez-vous me prendre d'autre » Les yeux de Cécile étaient vitreux, mais pas de larmes, de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Elle m'a déjà tout pris. Mon travail, ma dignité, ma fille. « Je sais, dit Agnès, et sa voix n'était qu'un murmure. Et je ne suis pas venu vous demander pardon, parce que je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu vous dire que vous aviez raison. Surtout. » Cécile nous regarda pendant ce qui sembla une éternité. Puis elle referma lentement la porte. Nous avons entendu la chaîne être retirée. La porte s'ouvrit complètement. L'appartement était petit. Une pièce qui servait de salon et de chambre à coucher, une kitchenette dans un coin, une porte qui menait probablement à une salle de bain. Les murs étaient nus, sauf pour une chose, des photographies d'Émilie, des douzaines d'entre elles couvrant chaque centimètre disponible. Émilie bébé. Émilie à son premier jour d'école. Émilie soufflant des bougies d'anniversaire. Émilie à l'hôpital avec le crâne chauve à cause de la chimiothérapie, mais souriant bravement à l'appareil photo. Un sanctuaire. C'est ce qu'était cet endroit. Un sanctuaire pour une enfant morte. Agnès s'arrêta au centre de la pièce, regardant les photographies. Je vis comment son masque de contrôle, cette armure qu'elle portait si naturellement, commençait à se fissurer. Elle était belle, dit-elle finalement. Elle l'était. Cécile ne s'assit pas. Elle resta debout près de la porte, les bras croisés, comme si elle était prête à courir ou à se battre à tout moment. Intelligente aussi. Elle obtenait les meilleures notes de sa classe. Elle voulait être vétérinaire. Cécile leva la main. Vous avez dit 5 minutes. Ne les gaspillez pas avec des mots vides. Dites ce que vous êtes venu dire. Agnès hocha la tête. Elle retira ses gants. Un geste qui, j'avais appris, signifiait qu'elle baissait ses défenses et les plaça dans son sac à main. Vous avez travaillé pour moi pendant 8 ans. Pendant ce temps, vous n'êtes jamais arrivé en retard. Vous n'avez jamais commis d'erreurs graves dans vos rapports. Vous étiez efficace, professionnel et loyal. Et quand votre fille est tombée malade, quand votre monde s'écroulait, je vous ai renvoyé, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que mes politiques étaient plus importantes pour moi que votre vie. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. J'aurais pu faire une exception. J'aurais pu vous donner un congé maladie. J'aurais pu aider avec les coûts du traitement. Dieu sait que l'argent ne signifiait rien pour moi, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais plus préoccupé par le maintien du contrôle, par le fait de ne pas montrer de faiblesse, que par le fait de voir la personne en face de moi. Cécile ne dit rien. Elle regardait juste Agnès avec une expression que je ne pouvais pas lire. Et après, continua Agnès, quand vous m'avez écrit à propos d'Émilie, j'ai lu cet email. Je l'ai lu 3 fois, et puis je l'ai archivé. Et j'ai continué ma vie comme si cela ne signifiait rien. Comme si votre douleur ne signifiait rien. Maintenant, les larmes coulaient sur le visage d'Agnès. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber librement. Je ne peux pas vous rendre votre fille. Je ne peux pas vous rendre ces 3 années. Je ne peux pas changer le genre de personne que j'étais. Mais je peux vous dire ceci. Vous aviez raison. Je suis responsable. Non pas directement, non pas légalement, mais moralement. Je suis responsable. Et cela me hantera chaque jour pour le reste de ma vie. Le silence dans l'appartement était absolu. Je pouvais entendre le trafic dans la rue en bas, le goutte à goutte d'un robinet quelque part, ma propre respiration. Alors Cécile parla et sa voix était chargée d'années de douleur. Savez-vous ce qui est le pire? Ce n'est pas que vous m'ayez renvoyé. Ce n'est même pas que vous m'ayez mise sur cette liste noire pour qu'aucun autre endroit ne m'embauche. Le pire, c'est que, quand Émilie me demandait pourquoi nous ne pouvions pas payer son traitement, je devais lui mentir. Je devais lui dire que tout irait bien alors que je savais que ce ne serait pas le cas. Et dans ces derniers jours, quand elle était dans cet horrible hôpital public, elle m'a regardé et m'a dit « Maman, c'est bon, ce n'est pas ta faute. » Cécile s'essuya les yeux furieusement. Mais si, c'était ma faute. C'était ma faute de ne pas avoir été assez forte pour me battre davantage, d'accepter votre décision, de ne pas faire plus de bruit, de ne pas exiger justice. Et maintenant, vous venez ici avec vos larmes et vos excuses. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Rien, dit Agnès simplement. Je ne suis pas venu en espérant votre pardon. Je suis venu parce que vous deviez l'entendre de ma bouche. Que vous aviez raison, que vous n'êtes pas folle, que votre fille est morte parce que j'ai valorisé les règles plus que les vies. Elle sortit une enveloppe de son sac à main, une enveloppe épaisse. Ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas une compensation. Ce n'est pas je ne sais pas ce que c'est. Une tentative pathétique de faire quelque chose, n'importe quoi. Elle la plaça sur la petite table. C'est suffisant pour vivre confortablement pendant des années,
pour reprendre des études si vous voulez, pour recommencer. Cécile regarda l'enveloppe comme si c'était du poison. Vous croyez que votre argent arrange quelque chose? Non, répondit Agnès immédiatement. Je sais que ça ne l'arrange pas, mais c'est la seule chose que j'ai à offrir. Ce que vous aviez à offrir, dit Cécile, sa voix tremblante, c'était de la compassion, de l'humanité, et vous me l'avez refusé quand j'en avais le plus besoin. Vous avez raison. Arrêtez de dire ça. Cécile explosa finalement. Arrêtez d'être d'accord avec moi. Battez-vous, justifiez-vous. Soyez le monstre que j'ai besoin que vous soyez pour pouvoir vous haïr proprement. Mais Agnès secoua seulement la tête. Je ne vais pas faire ça parce que vous avez porté assez de douleur. Je ne vais pas ajouter le fardeau de mon ego aussi. Cécile s'effondra alors. Elle s'écroula littéralement, tombant à genoux, des sanglots secouant tout son corps. Et à ma complète surprise, Agnès s'agenouilla à côté d'elle. Elle ne la toucha pas. Elle n'essaya pas de la consoler. Elle resta juste là, à genoux sur le sol de cet horrible appartement, pleurant à côté de cette femme dont elle avait détruit la vie. Je restais figé près de la porte, me sentant comme une intruse dans ce moment de douleur partagée. Je ne sais pas combien de temps cela dura, 5 minutes, 10, une éternité compressée en moments. Finalement, Cécile parla, sa voix rauque. « Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. »« N'importe quoi, » dit Agnès immédiatement. « Je veux que vous créiez un fonds au nom d'Émilie pour les familles qui ne peuvent pas payer les traitements médicaux de leurs enfants. Et je veux être impliqué. Je veux approuver chaque demande. Je veux m'assurer qu'aucune autre mère n'ait à choisir entre travailler et sauver son enfant. » Agnès leva les yeux, ses yeux rouges mais clairs. « Je le ferai. Je vous donne ma parole. Votre parole ne signifie rien pour moi, » dit Cécile avec dureté. « Mais vous le ferez quand même, parce que si vous ne le faites pas, j'irai voir chaque journal, chaque chaîne de télévision, chaque plateforme qui m'écoutera, et je raconterai cette histoire. Vous n'avez pas besoin de me menacer, » répondit Agnès. « Je le ferai parce que c'est la bonne chose à faire. » « Et pourquoi ?» Elle hésita, parce que Georges aurait voulu que je le fasse. Et être que si je fais suffisamment de choses qu'il aurait approuvées, un jour je pourrais me regarder dans le miroir sans me haïr. Cécile prit finalement l'enveloppe, l'ouvrit. Je vis ses yeux s'écarquiller en voyant la somme. « C'est 1 million d'euros, » dit Agnès. « Pour vous, le fonds Émilie sera supplémentaire. 10 millions initialement, plus chaque année. »« Pourquoi ?» murmura Cécile. « Parce que rien de tout cela n'aurait dû se produire. Et bien que je ne puisse pas changer le passé, je peux m'assurer que l'avenir soit différent. Nous sommes partis peu de temps après. Cécile ne nous a pas accompagnés à la porte. Elle est restée assise sur le sol de son appartement, tenant l'enveloppe et regardant les photographies de sa fille. Dans la voiture au retour, aucune de nous deux ne parla pendant les 10 premières minutes. Puis Agnès rompit le silence. « Merci. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Pour m'avoir forcé à faire ça, pour ne pas m'avoir laissé m'échapper, pour être exactement ce dont j'avais besoin, même si je ne le voulais pas. Ça valait le coup ?» demandai-je. « Vous sentez-vous mieux ?» Non. Sa réponse fut immédiate. « Je me sens pire parce que maintenant c'est réel. Avant, c'était juste quelque chose que j'avais archivé dans mon esprit. Maintenant, c'est une personne réelle, avec une douleur réelle que j'ai causée, et je dois vivre avec ça. »« Bien, dis-je doucement, parce que c'est le début du changement. Ne pas se sentir mieux, mais sentir plus. » Agnès me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect, ou être de la gratitude. C'était difficile à dire. « Georges disait quelque chose de similaire, » murmura-t-elle. « Il disait que j'avais construit des murs si hauts pour me protéger de la douleur, que je m'étais aussi bloqué la joie, que j'avais choisi de ressentir moins au lieu de ressentir plus. Et maintenant, dit-elle en regardant par la fenêtre la ville qu'elle possédait pratiquement. Je ressens trop, et c'est terrifiant. » Cette nuit-là, tandis que je travaillais dans mon bureau, Étienne apparut à la porte. « Maman m'a parlé de Cécile, dit-il, du fond. Et pour la première fois de ma vie, je suis fier d'elle. » Ses yeux brillaient. C'est étrange. Être fier de quelqu'un pour finalement faire ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Ne lui dis pas. Je crois que c'est humain. Il s'assit sur la chaise devant mon bureau, paraissant plus jeune que ses 35 ans. « Chloé, croyez-vous vraiment qu'elle puisse changer ? Ou sommes-nous juste en train d'assister à un moment de culpabilité qui passera ?» C'était la question que je me posais depuis que nous avions quitté l'appartement de Cécile. « Honnêtement, dis-je, je ne sais pas, mais je sais ceci. Votre mère avait le choix de faire simple, d'envoyer de l'argent par des avocats, de rester distante, de protéger son ego. Et au lieu de cela, elle a choisi de s'agenouiller sur le sol d'un horrible appartement et d'admettre ses erreurs. Cela compte pour quelque chose. » Étienne hocha lentement la tête. « Mon père aurait été d'accord avec vous. Après qu'il soit parti,
Je suis resté seul avec mes pensées. J'ai pensé à Émilie, une enfant que je n'ai jamais connue, mais qui vivrait maintenant dans un cadre sur le bureau d'Agnès. J'ai pensé à Cécile, portant une douleur qu'aucune somme d'argent ne pourrait guérir. J'ai pensé à Agnès enfin, apprenant à ressentir après des décennies d'engourdissement. Et j'ai pensé à moi, à comment j'étais arrivé ici, à si je faisais une différence réelle. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Merci de l'avoir amené, de l'avoir forcé à voir. Je ne pardonne pas, mais peux. Être qu'un jour je pourrais. Cécile. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. 3 semaines après la rencontre avec Cécile, la vie à l'hôtel particulier Montaigne avait trouvé un rythme étrange. Ce n'était pas la paix, ce n'était pas l'harmonie. C'était plutôt une trêve inconfortable, où nous marchions tous sur des œufs, en attendant la prochaine explosion. Mais elle n'arrivait pas. Agnès avait changé subtilement, mais indéniablement. Elle disait « S'il vous plaît, et merci aux employés ». Elle demandait après leur famille. Elle avait mis en place un programme de congé maladie payé dans toutes ses entreprises. Le fonds Émilie Durand avait été officiellement annoncé avec une conférence de presse où Agnès, avec Cécile à ses côtés, avait parlé ouvertement de son erreur et de son engagement à la réparer. Les médias l'appelaient la milliardaire au grand cœur. Les réseaux sociaux célébraient sa transformation inspirante. Les demandes d'interview arrivèrent par douzaines. Et j'aurais dû être heureuse. J'aurais dû me sentir victorieuse. Mais quelque chose me rongeait de l'intérieur. Peut-être que c'était trop facile. Peut-être que les gens ne changeaient pas si vite. Ou peut-être que j'attendais juste que l'autre masque tombe. C'était vendredi après-midi quand tout s'est écroulé. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les demandes pour le fonds Émilie quand j'ai entendu le cri. Pas de douleur, de fureur absolue. Comment osez-vous? La voix d'Agnès traversa les murs comme un missile. J'ai laissé tomber les papiers et j'ai couru vers son bureau. Madame Hélène était déjà là avec Étienne et 3 cadres qui semblaient vouloir disparaître dans le sol. Au centre de tout se trouvait un homme d'une trentaine d'années, costume froissé, visage pâle, tremblant visiblement. « Madame de Montaigne, j'ai juste rien. » Agnès était debout derrière son bureau, ses mains appuyées sur la surface, se penchant en avant comme un prédateur. « Vous avez perdu 3 millions d'euros à cause d'une erreur de calcul de base. Une erreur qu'un étudiant de première année d'université ne commettrait pas. C'était un problème avec le logiciel. Je me fiche que ce soit le logiciel, votre incompétence ou une intervention divine. Le résultat est le même. 3 millions. J'ai reconnu cette voix. Ce ton. C'était la même voix qu'elle avait utilisée avec moi au restaurant, froide, cruelle, conçue pour détruire. L'homme, Charles, selon son badge, avait les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, Madame de Montaigne, j'ai 2 enfants. Ma femme est enceinte. Je ne peux pas perdre ce travail. Vous auriez dû y penser avant d'être aussi négligent. Stupide. » Et voilà. Le mot qui coupait comme un couteau. Le mépris absolu. La déshumanisation. Agnès. Ma voix sortit plus forte que je ne l'avais prévu. Tous se tournèrent pour me regarder, les cadres avec soulagement. Étienne avec quelque chose qui ressemblait à un espoir désespéré. Madame Hélène avec un avertissement dans ses yeux et Agnès. Agnès me regarda avec ses yeux gris qui avaient retrouvé leur froideur habituelle. « Chloé, cela ne vous concerne pas. »« Si, cela me concerne. » Je marchais vers le centre du bureau. Parce qu'il y a 3 semaines, vous vous êtes agenouillés sur le sol d'un appartement et avez promis que vous seriez différente. Vous vous souvenez? C'est différent. Ce sont les affaires. Ça laisse. Je me rapprochais. Parce que cela ressemble exactement à la façon dont vous parliez avant. Quand vous avez renvoyé Cécile. Quand vous avez détruit ma carrière. Quand vous avez fait pleurer 2 serveuses avant de me connaître. Un muscle se contracta dans la mâchoire d'Agnès. Cet homme a commis une erreur qui a coûté des millions. Et c'est une erreur. J'ai regardé Charles. Est-ce la première fois que vous commettez une telle erreur? Oui, répondit-il rapidement. Je suis dans l'entreprise depuis 5 ans. Mon dossier est impeccable. C'était un problème avec le logiciel de projection que personne n'a détecté jusqu'à assez. Agnès leva la main. Chloé, sortez de ce bureau. Maintenant. Non. Le silence qui suivit fut si dense qu'il était douloureux de respirer. Pardon. La voix d'Agnès était dangereusement basse. J'ai dit, non. Vous m'avez embauché spécifiquement pour ça. Pour vous arrêter quand vous étiez sur le point de faire quelque chose que Georges aurait détesté. Eh bien, je suis là. Je vous arrête. Étienne s'approcha alors, se tenant à côté de moi. Sa voix tremblait, mais il parla. Chloé a raison, maman. C'est exactement ce que tu faisais, ce que papa détestait. Agnès se tourna vers son fils, et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux.
Tu n'as pas le droit de parler de ce que ton père détestait. Non. Et maintenant, il y avait des larmes dans les yeux d'Étienne. J'étais avec lui chaque jour de ces 6 derniers mois. Savez-vous ce qu'il m'a dit 2 semaines avant de mourir? Personne ne bougea. Personne ne respira. Il m'a dit, « Étienne, ta mère était la femme la plus compatissante que j'ai connue lorsque nous nous sommes mariés. Mais le pouvoir l'a changé, le succès l'a changé, et j'ai eu tellement peur de la perdre que je ne l'ai jamais arrêtée. C'est mon plus grand regret. » Une larme coula sur la joue d'Étienne. Il m'a fait promettre quelque chose. Il m'a fait promettre que je ne ferai pas la même erreur, que je ne laisserai pas la peur me paralyser pendant que tu te transformais en quelque chose de méconnaissable. Étienne, la voix d'Agnès s'était adoucie, mais il ne s'arrêta pas. J'ai fait des cauchemars toute ma vie, maman. Des cauchemars où je deviens toi, où je traite les gens comme des objets jetables, où je valorise l'argent et le pouvoir par-dessus l'humanité de base. Et chaque fois que je me réveille de ces cauchemars, je me promets que je serai différent. Il essuya ses larmes furieusement. Mais, savez-vous ce qui est le plus terrifiant? C'est que parfois, quand je suis sous pression, j'entends ta voix dans ma tête me disant d'être dur, de ne pas montrer de faiblesse, que les personnes qui commettent des erreurs ne méritent pas de seconde chance. Il regarda Charles, et je dois me battre contre cette voix tous les jours. Le silence qui suivit fut brisé par un sanglot, mais il ne venait pas d'Étienne, il venait d'Agnès. Elle se laissa tomber sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je m'approchai lentement de son bureau. Les cadres étaient sortis discrètement. Il ne restait que Étienne, Madame Hélène, Charles et moi. « Agnès, dis-je doucement. Le changement n'est pas linéaire. Ce n'est pas une décision unique que vous prenez, et c'est tout. C'est un choix que vous devez faire encore et encore, surtout lorsque vous êtes stressé, lorsque vous avez peur, lorsque vous sentez que vous perdez le contrôle. » Elle leva les yeux. Son maquillage avait coulé. Elle avait l'air vulnérable, humaine. « J'avais tellement peur, » admit-elle. 3 millions, c'est la responsabilité, c'est la confiance brisée, et mon premier instinct a été de détruire, parce que c'est ce que je sais faire. Elle se tourna vers Charles, qui se tenait toujours près de la porte, paralysé. « Charles, combien d'années travaillez-vous ici ?»« 5 ans, madame. »« Et en ces 5 ans, combien de fois avez-vous dépassé les attentes ?»« Beaucoup, je crois. Mes évaluations ont toujours été excellentes. » Agnès hocha lentement la tête, sortit la photographie encadrée d'Émilie de son bureau. Elle la regarda longuement. 5 ans d'excellence ne devraient pas être effacés par une erreur, surtout une causée par une défaillance logicielle. Elle respira profondément. « Vous n'êtes pas licencié, Charles, mais vous travaillerez avec l'équipe informatique pour vous assurer que ce problème ne se reproduise plus, et vous suivrez un cours de vérification des systèmes. L'entreprise payera pour cela. » Charles semblait sur le point de s'évanouir de soulagement. « Merci, madame. Merci. Je et Charles. » Agnès l'interrompit. « Je suis désolé de la façon dont je vous ai parlé, de vous avoir traité de stupide. Ce n'était pas professionnel, et ce n'était pas juste. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Maintenant, Charles pleurait ouvertement. Il hocha la tête à plusieurs reprises en quittant le bureau. Quand la porte se referma, Agnès regarda Étienne. « Ton père avait raison, surtout. Et toi, tu mérites une mère qui ne soit pas la protagoniste de tes cauchemars. » Étienne traversa le bureau et, à la surprise de tous, serra sa mère dans ses bras. Elle se figea un instant, puis ses bras s'enroulèrent autour de lui, le tenant comme s'il était le petit garçon qu'il avait été autrefois. « Je suis désolé, » murmura Agnès dans ses cheveux. « Pour toutes les années, pour toutes les fois où je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien, pour être devenue la raison pour laquelle tu fais des cauchemars. Tu peux être différente, maman, dit Étienne. Tu viens de le prouver. Continue juste de choisir de l'être. » Plus tard cette nuit-là, Agnès m'appela dans son bureau. Elle était seule, regardant par la fenêtre la ville. « Je pensais que ce serait plus facile, » dit-elle sans préambule. « Je pensais qu'une fois que je déciderais de changer, je changerais simplement. Le vrai changement est la chose la plus difficile qui existe, lui dis-je. Parce que vous vous battez contre des décennies de schémas, d'instincts, de mécanismes de défense. J'ai failli tout gâcher aujourd'hui, mais vous ne l'avez pas fait. C'est ça la différence. » Elle se tourna pour me regarder, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Un véritable espoir. Pensez-vous que Georges serait fier? J'ai pensé à l'homme qui avait passé 40 ans à aimer cette femme compliquée et brisée, qui avait vu sa transformation en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, qui était mort, en espérant qu'elle retrouve son chemin. « Je crois, dis-je prudemment,
qu'il serait fier que vous essayiez. Et c'est tout ce que l'on peut demander. 6 mois après cette nuit au restaurant Le Diamant Noir, j'étais debout dans la même salle où tout avait commencé. Mais cette fois, je ne portais pas un uniforme bordeaux usé. Je portais une robe bleu marine qu'Agnès avait insisté pour m'acheter, et je ne servais pas de table. J'étais honoré. La salle était pleine. Plus de 200 personnes, hommes d'affaires, philanthropes, familles qui avaient été aidées par le fonds Émilie Durand, journalistes des médias les plus importants du pays, et à la table principale Agnès de Montaigne, Étienne et Cécile Durand, ensemble. Le chemin jusqu'à ce moment n'avait pas été facile. Cela avait été 6 mois de pas en avant et de pas en arrière occasionnels. De petites victoires et de rechutes douloureuses, d'Agnès apprenant vraiment à voir les personnes au lieu des ressources, à ressentir au lieu de calculer, à être vulnérable au lieu d'invincible. Mais nous étions arrivés, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous étions arrivés ici. Chloé Lefebvre. La voix du présentateur résonna dans la salle. Veuillez vous avancer pour recevoir le prix Émilie Durand pour la défense de la dignité humaine. Mes jambes tremblaient tandis que je marchais vers la scène. Les applaudissements étaient assourdissants, mais ce qui me fit pleurer fut de voir Cécile debout, applaudissant avec des larmes coulant sur son visage. À ses côtés, Agnès était également debout avec cette expression que j'avais appris à reconnaître, fierté mélangée à de la gratitude. Cécile fut celle qui me remit le prix. C'était une sculpture en cristal avec l'image d'Émilie gravée. Cette photo de la glace qui avait été sur le bureau d'Agnès pendant des mois. « Merci », murmura Cécile en me serrant dans ses bras, pour avoir vu ce que tous les autres avaient choisi d'ignorer, pour ne pas avoir laissé le pouvoir gagner. Quand je pris le micro, je regardais l'audience. Je reconnus tant de visages. Madame Hélène, qui m'avait donné cet avertissement initial. Le chef Antoine du restaurant, Charles, le cadre qui avait failli perdre son emploi, le docteur Leclerc de l'hôpital. Et au dernier rang, presque caché, le gérant Duval du Diamant Noir, qui m'avait licencié il y a 6 mois. Je ne mérite pas ce prix. Comment sais-je? Et ma voix résonna dans la salle, parce que tout ce que j'ai fait est quelque chose que toute personne décente aurait dû faire. Dire la vérité quand le silence était plus pratique. Défendre la dignité quand il était plus facile de regarder ailleurs. Je marquais une pause, organisant mes pensées. Mais si ce prix représente quelque chose, j'espère qu'il représente ceci. Qu'aucun de nous n'est au-delà de la rédemption, que les personnes qui semblent être des monstres ne sont souvent que des êtres humains qui ont perdu leur chemin, et que parfois, tout ce dont elles ont besoin est que quelqu'un, n'importe qui, ose leur montrer le miroir. Je regardais directement Agnès. Il y a 6 mois, j'ai rencontré une femme que tout le monde craignait. Une femme qui avait bâti des empires, mais avait perdu son humanité dans le processus. Une femme que son propre mari craignait qu'elle ne soit devenue quelque chose de méconnaissable. Agnès ne détourna pas le regard. Ses yeux brillaient, mais elle gardait son calme. Et aujourd'hui, cette femme est ici. Non parce qu'elle est parfaite, non parce qu'elle a effacé toutes ses erreurs, mais parce qu'elle a choisi chaque jour, d'être différente, d'être meilleure, d'être la personne que son mari a toujours su qu'elle pouvait être. Les applaudissements commencèrent lentement puis crurent jusqu'à remplir la salle. Agnès se leva et, à ma surprise, marcha vers la scène. Je n'avais pas planifié cela, ce n'était pas au programme. Mais quand Agnès de Montaigne décidait de faire quelque chose, les règles cessaient d'être importantes. Elle se tint à côté de moi sur la scène, prit un second micro et parla. « Bonsoir à tous. Je sais qu'il n'était pas prévu que je parle maintenant, mais il y a des choses qui doivent être dites. » Sa voix était ferme, mais douce. La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Agnès de Montaigne, l'entrepreneur, la milliardaire, la femme qui a bâti un empire à partir de rien. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est combien j'ai perdu dans ce processus. Elle regarda Étienne, qui lui sourit avec encouragement. J'ai perdu mon mariage, bien que mon mari ne m'ait jamais quitté. J'ai perdu la relation avec mon fils, bien qu'il n'ait jamais cessé de m'aimer. J'ai perdu mon humanité, bien qu'elle ait toujours été là, enterrée sous des couches d'ambition et de peur. Sa voix se brisa légèrement, et j'ai perdu. J'ai failli perdre l'opportunité d'être quelqu'un dont ma famille pouvait être fière, quelqu'un dont je pouvais être fier, moi-même. Elle se tourna vers moi. Chloé m'a sauvé non pas avec des mots doux ou une compréhension douce, mais avec la vérité brutale que j'avais besoin d'entendre. Elle m'a montré le monstre que j'étais devenu, et puis, incroyablement, elle m'a donné l'opportunité d'être quelque chose de plus. Maintenant, les larmes coulaient librement sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Le fonds Émilie Durand n'est pas seulement destiné à aider les familles avec les frais médicaux. C'est ma promesse qu'aucune autre mère n'aura à choisir entre travailler et sauver son enfant.
C'est ma reconnaissance que le pouvoir sans compassion n'est que de la cruauté déguisée en succès. Elle marcha vers le bord de la scène, regardant directement l'audience. Et je veux que tout le monde ici sache quelque chose. Si jamais vous avez travaillé pour moi et que je vous ai traité avec cruauté, si je vous ai licencié sans compassion, si je vous ai fait sentir moins qu'humain, je suis désolé. Profondément, sincèrement, complètement. Je suis désolé. Le silence dans la salle était absolu. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Et c'est ma promesse à vous tous, à cette ville, aux milliers de personnes qui travaillent dans mes entreprises, que chaque jour je choisirai d'être meilleure. Pas parfaite, mais meilleure. Elle descendit de la scène et marcha directement vers Cécile. Devant 200 personnes, elle s'agenouilla. « Cécile Durand, je ne mérite pas votre pardon. Je ne le mériterai jamais. Mais je veux que vous sachiez qu'Émilie ne sera pas oubliée. Son nom sera dans chaque vie que nous sauverons, dans chaque famille que nous aiderons, dans chaque décision que je prendrai, rappelant que les politiques ne sont jamais plus importantes que les personnes. » Cécile pleurait aussi. Maintenant, elle descendit jusqu'à s'agenouiller devant Agnès, prenant ses mains. « Vous ne pouvez pas me rendre ma fille, » dit Cécile, sa voix tremblante. « Mais vous pouvez vous assurer que sa mort n'a pas été vaine, et vous êtes en train de le faire. Alors oui, Agnès, je vous pardonne. Non parce que vous le méritez, mais parce qu'Émilie aurait voulu que je le fasse. Elle pardonnait toujours. » Elles s'étreignirent alors, 2 femmes unies par la tragédie, mais choisissant de construire quelque chose de beau à partir des cendres. Il n'y avait pas un œil sec dans cette salle. Étienne monta sur la scène après, sa voix rauque d'émotion. « Mon père, Georges de Montaigne, a passé 40 ans à aimer une femme compliquée. Il m'a appris que l'amour véritable ne signifie pas abandonner les gens quand ils sont difficiles. Cela signifie tenir un miroir pour qu'ils puissent se voir eux-mêmes. Et s'ils refusent de regarder, cela signifie avoir le courage de s'éloigner. » Il regarda sa mère. « Chloé a fait ce que mon père a toujours voulu que je fasse, mais j'avais trop peur. Elle a tenu le miroir fermement jusqu'à ce que maman n'ait plus d'autre choix que de regarder. Et papa, où que tu sois, je veux que tu saches, elle a réussi. » Maman a retrouvé son chemin. Après la cérémonie, tandis que la salle se vidait lentement, je me suis retrouvé sur le balcon, regardant la ville. Les lumières brillaient comme des étoiles terrestres. Quelque part là-bas, il y avait des familles qui dormaient tranquilles parce que le fonds Émilie avait payé leur traitement. Il y avait des employés qui allaient travailler sans peur, parce que leur patron avait appris que l'humanité importait plus que les profits. Belle vue, n'est-ce pas? Je me suis retourné. Agnès était là avec 2 coupes de champagne. Elle leste, acquiesçai-je en prenant une coupe. Cécile m'a demandé d'être la marraine de son prochain projet, dit Agnès doucement. Elle écrit un livre sur Émilie, sur le deuil, sur le pardon. Et vous? Je lui ai dit oui, et que j'utiliserai tous mes contacts pour m'assurer qu'il soit publié, qu'il atteigne toutes les personnes qui ont besoin d'entendre que la douleur n'a pas à vous définir, que vous pouvez choisir de construire quelque chose de beau, même à partir de la perte la plus dévastatrice. Nous bûmes, en silence pendant un moment. Chloé, il y a quelque chose que j'ai besoin de vous demander. Quoi? Pourquoi l'avez-vous fait vraiment? Pourquoi avez-vous tout risqué? Votre emploi, votre avenir, votre sécurité, pour affronter une femme qui pouvait vous détruire. J'ai pensé à cette nuit au restaurant, à la coupe qui se brisait, à la décision de choisir la dignité plutôt que la sécurité. Parce que, dis-je finalement, j'avais vu trop de fois comment le pouvoir écrase les bonnes personnes. J'avais travaillé pour des patrons qui traitaient les employés comme des objets jetables. J'avais vu des collègues pleurer dans les toilettes parce que quelqu'un avec de l'argent décidait que leurs sentiments n'avaient pas d'importance. J'ai regardé Agnès directement, et j'étais fatigué. Fatigué d'être invisible. Fatigué que des personnes comme moi doivent accepter les mauvais traitements parce que nous avions besoin des emplois. Fatigué d'un monde où l'argent achetait le droit d'être cruel. Alors vous avez décidé de le changer. J'ai décidé d'essayer. Je ne savais pas si cela fonctionnerait. Honnêtement, je m'attendais à être détruite. Agnès sourit. Un sourire réel, chaleureux. Vous savez, Georges disait que les personnes les plus courageuses ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont celles qui ont peur, mais agissent quand même. Vous êtes cette personne, Chloé. J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. Mais ils ne le font pas. C'est ça le point. La plupart des gens choisissent la sécurité, choisissent le silence, choisissent de regarder ailleurs. Vous avez choisi d'affronter le monstre. Elle se tourna pour me regarder complètement. C'est pourquoi je veux vous offrir quelque chose. Non pas comme votre patronne, comme votre associé. Mon cœur s'accéléra. J'ai pensé à élargir le fonds Émilie, à en faire une fondation complète. Une qui non seulement aide avec les frais médicaux,
mais qui plaide également pour des changements dans les politiques du travail, pour des protections pour les employés, pour la responsabilité d'entreprise. Et j'ai besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un qui comprenne ce que ça fait d'être de l'autre côté du pouvoir. Agnès, je n'ai pas d'expérience. Vous avez quelque chose de mieux que l'expérience. Vous avez la conviction, vous avez le courage, et vous avez la confiance des personnes que nous voulons aider parce qu'elles savent que vous êtes l'une d'entre elles. Elle tendit la main. Que dites-vous, Chloé? Voulez-vous changer le monde avec moi? J'ai regardé sa main tendue. Il y a 6 mois, cette femme avait été mon ennemi, mon cauchemar, le symbole de tout ce qui n'allait pas avec le pouvoir et le privilège. Maintenant, elle était quelque chose de différent. Pas parfaite, jamais parfaite, mais essayant, s'efforçant, choisissant chaque jour d'être meilleure. J'ai pris sa main, oui, mais à une condition. Laquelle? Si jamais vous commencez à redevenir la vieille Agnès, si vous commencez à traiter les gens comme des objets, si vous oubliez pourquoi nous faisons cela, promettez que vous écouterez quand je vous le dirai, que vous ne me renverrez pas, que vous ne me ferez pas taire. Agnès serra ma main fermement. Je le promets en mémoire de Georges, en l'honneur d'Émilie, je le promets. Cette nuit-là, alors que je me préparais à partir, Étienne me trouva sur le parking. Chloé, attendez. Je me suis retourné. Il avait l'air plus léger d'une certaine manière, comme si un poids qu'il avait porté pendant des années s'était finalement levé. Je voulais juste vous dire merci de m'avoir rendu ma mère, de m'avoir appris que le courage ne vient pas toujours en grands gestes. Parfois, il vient de simplement dire la vérité quand tous les autres mentent. Votre père serait fier de vous, Étienne, de vous deux. Il sourit. Un sourire qui ressemblait beaucoup à celui d'Agnès quand il était sincère. Je sais, et je crois que je peux enfin dormir sans cauchemar, alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, dans ma propre voiture. Maintenant, pas dans les transports en commun. J'ai pensé à tout ce qui avait changé en 6 mois. J'avais commencé comme une serveuse anonyme dans un restaurant chic, servant des personnes qui ne me voyaient jamais vraiment. J'avais fini comme directrice d'une fondation qui changerait des milliers de vies. J'avais connu Agnès de Montaigne comme un monstre. Maintenant, je la connaissais comme un être humain compliqué qui avait perdu son chemin, mais avait trouvé le courage de le chercher à nouveau, et j'avais appris quelque chose de fondamental, que le vrai changement est possible, pas facile, pas rapide, pas parfait, mais possible. Quand les gens sont prêts à regarder dans le miroir, quand ils sont prêts à admettre leurs erreurs, quand ils sont prêts à choisir encore et encore d'être meilleurs. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai reçu un message d'Agnès. Georges avait raison sur tout, mais surtout sur ceci. Les bonnes personnes arrivent au moment exact où vous en avez besoin. Merci d'être arrivé, Chloé, d'être resté, de ne pas avoir abandonné avec moi quand cela aurait été plus facile. Ah, répondis-je simplement, merci d'avoir été prête à changer. C'est le plus difficile de tout. Et tandis que je fermais les yeux, j'ai pensé à Émilie Durand, une enfant que je n'ai jamais connue, mais qui avait tout changé, dont le nom signifiait maintenant l'espoir, au lieu de la tragédie, dont le sourire sur cette photographie avec la glace me rappellerait pour toujours que derrière chaque politique, chaque décision, chaque action, il y a des vies réelles, des personnes réelles qui méritent d'être vues, d'être valorisées, d'être traitées avec dignité. Et si une serveuse et une milliardaire pouvaient apprendre cette leçon ensemble, alors juste peu, être que le monde le pouvait aussi.